L'élégante façade des appartements de luxe Riverside dissimule les luttes de ceux qui vivent entre ces murs. Parmi eux se trouve Fanny, une femme de 45 ans dont l'apparence digne masque des années de sacrifice et de tromperie. Une histoire de résilience et d'espoir qui vous touchera en plein cœur. Bon retour, laissez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Chaque matin, Fanny quittait son appartement, impeccablement vêtue d'une tenue d'entreprise, embrassant son fils Henri, 19 ans, avec des assurances, sur sa prestigieuse position d'assistante de direction dans une société financière du centre-ville. La réalité, cependant, était radicalement différente. Fanny travaillait comme escorte dans un club haut de gamme pour hommes, un secret qu'elle gardait depuis près d'une décennie pour offrir à Henri les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Porto Alegre, une ville côtière animée mais stratifiée du Brésil, servait de toile de fond à leur vie. L'architecture coloniale colorée et les marchés de rue animés contrastaient avec le tourment intérieur de Fanny, alors qu'elle naviguait entre deux mondes séparés. La disparité entre richesse et pauvreté façonnait le quotidien dans cette métropole brésilienne, où les quartiers somptueux côtoyaient des zones bien plus modestes. Fanny possédait une résilience remarquable, gardant son sang-froid même dans les situations les plus humiliantes. Sa capacité d'adaptation et sa vivacité d'esprit lui permettaient d'élaborer des explications complexes pour ses horaires irréguliers et sa richesse inattendue. Sous son extérieur confiant, cependant, se cachait une profonde honte qui alimentait sa détermination à s'assurer qu'Henri ne découvre jamais la vérité sur la façon dont elle finançait son éducation et son style de vie confortable. Leur appartement, situé dans un quartier en pleine gentrification, était modeste mais soigneusement décoré. Fanny avait créé un havre de paix rempli de photos de famille soigneusement sélectionnées et de souvenirs de vacances qu'il n'avait jamais prises. Chaque objet contribuait à l'illusion d'une vie normale qu'elle avait méticuleusement construite pour son fils. Les matins étaient rythmés par le bruit des cafetières et les conversations animées alors qu'Henri se préparait pour l'université, ignorant complètement les heures que sa mère passait à se préparer pour un travail bien différent de celui qu'elle décrivait. L'admission d'Henri à un prestigieux programme de médecine à l'autre bout du pays représentait l'aboutissement des sacrifices de Fanny. Alors qu'elle l'aidait à se préparer pour ce nouveau chapitre, une rencontre fortuite au club avec Quentin, le père du camarade de classe d'Henri, menaçait tout ce qu'elle avait construit. Quentin, un homme d'affaires fortuné aux connexions influentes, reconnut Fanny et promit la discrétion, moyennant un prix. Cette complication inattendue força Fanny à faire des compromis de plus en plus difficiles pour protéger son secret, intensifiant son conflit intérieur entre protection maternelle et dignité personnelle. « Je ne dirai rien à ton fils ni à personne d'autre », murmura Quentin lors de leur rencontre dans un salon privé du club, son sourire calculateur révélant qu'il comprenait parfaitement l'ampleur de son pouvoir. « Mais j'ai quelques amis qui apprécieraient ta compagnie exclusive. » Sans passer par le club, bien sûr. Fanny sentit son estomac se nouer. Le club, malgré sa nature, offrait une certaine protection, des règles, des limites. Les arrangements privés que Quentin suggérait seraient plus lucratifs, mais infiniment plus risqués. « Je ne travaille pas en dehors du club », répondit-elle, sa voix calme malgré la tempête d'anxiété qui faisait rage en elle. « C'est dommage », soupira Quentin faisant glisser son doigt sur le bord de son verre. « Ton fils Henri, c'est ça? Un garçon brillant. J'ai entendu dire qu'il avait été accepté à la faculté de médecine de São Paulo. Quel accomplissement! Ce serait terrible que quelque chose vienne compromettre ses chances, non? » La menace à peine voilée planait entre eux, lourde et toxique. Fanny se tenait parfaitement immobile, son visage ne trahissant rien de la terreur qui l'envahissait. Après tout, elle avait des années de pratique pour masquer ses émotions véritables. Les célébrations locales du carnaval apportaient couleurs vives et musique dans les rues de Porto Alegre. Mais pour Fanny, les festivités ne faisaient que souligner son isolement. Alors que d'autres embrassaient l'esprit communautaire, elle restait une étrangère, incapable de participer pleinement par peur d'être démasquée. Ces traditions culturelles soulignaient la soif de Fanny pour des connexions authentiques dans une vie construite sur une tromperie nécessaire. Depuis sa fenêtre, elle observait les défilés flamboyants qui serpentaient dans les rues en contrebas, les sambas entraînantes résonnant contre les murs de l'appartement. Henri était sorti avec des amis, plongé dans l'euphorie collective
qui s'emparait de la ville pendant ces quelques jours magiques. Fanny aurait pu le rejoindre, il l'avait invité, mais le risque était trop grand. Parmi la foule en liesse pouvaient se trouver des clients, ou pire, Quentin et ses amis. Elle s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers la cuisine, pour se préparer un café, essayant d'ignorer la solitude qui s'infiltrait en elle, comme l'humidité de cette soirée d'été. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Un message d'Henri. « Maman, tu devrais voir ça. Le défilé est incroyable cette année. Tu nous manques. » Accompagné d'une photo de lui et ses amis, visage peint, sourires éclatants sous les lumières du carnaval. Fanny sourit tristement en caressant l'écran du doigt, comme si elle pouvait toucher le visage joyeux de son fils à travers le verre froid. « Profite bien, mon chéri, » murmura-t-elle à l'écran, sachant qu'elle ne répondrait pas. « C'est pour des moments comme celui-là que je fais tout ça. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. » On continue. Lorsqu'Henri rentra de façon inattendue plus tôt que prévu d'un voyage universitaire et trouva des messages textes mystérieux sur le téléphone de Fanny, des soupçons commencèrent à se former. Les messages provenaient d'un contact, simplement, nommé « travail », et faisaient référence à des rendez-vous tardifs et des clients spéciaux. Fanny avait toujours été prudente avec son téléphone, mais dans la précipitation de préparer le dîner surprise pour le retour anticipé d'Henri, elle l'avait laissé déverrouillé sur la table de la cuisine. « Maman ?» La voix d'Henri la fit sursauter alors qu'elle revenait du balcon où elle étendait du linge. « Qu'est-ce que c'est que ces messages ?» Sa confrontation avec Fanny conduisit à une dispute houleuse où elle inventa une histoire à propos d'un petit ami secret, créant une distance entre eux pour la première fois dans leur relation étroite. « C'est ma vie privée, Henri, » insista-t-elle, arrachant presque le téléphone des mains de son fils. « J'ai le droit d'avoir une relation sans avoir à te rendre des comptes. »« Une relation ?» Henri la regarda avec incrédulité. « Avec quelqu'un qui t'appelle ma chère et parle de rendez-vous et de paiement? Quel genre de relation est-ce exactement ?» Le visage de Fanny s'empourpra, autant de colère que de honte. « Ricardo est un homme d'affaires. Nous avons une relation compliquée. Parfois, il m'aide financièrement, et il n'a pas toujours les mots les plus conventionnels. Tu sors avec un homme riche qui te donne de l'argent ?» Le dégoût dans la voix d'Henri la frappa comme une gifle physique. « Est-ce pour ça que nous pouvons nous permettre cet appartement, ma scolarité? Est-ce que cet homme paie pour tout ?» Ça, la douleur qui traversa les yeux de Fanny était réelle, même si le mensonge ne l'était pas. « Comment oses-tu? J'ai travaillé toute ma vie pour te donner ce que tu as. Si j'ai trouvé un peu de bonheur personnel en cours de route, je ne mérite pas d'être jugé par mon propre fils. » Cette fissure croissante devint un obstacle douloureux à l'objectif principal de Fanny, maintenir leur lien tout en protégeant son fils de la vérité. Les jours suivants furent tendus, remplis de silences inconfortables et de conversations superficielles. Henri semblait vouloir en dire plus, mais se retenait, comme s'il craignait ce qu'il pourrait découvrir s'il creusait davantage. Pendant ce temps, la pression de Quentin s'intensifiait. Ses demandes devenaient plus fréquentes, plus risquées, plus humiliantes. Fanny marchait sur une corde raide, essayant de limiter ce qu'elle acceptait de faire sans provoquer la colère de l'homme qui pourrait détruire le monde qu'elle avait si soigneusement construit pour Henri. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une rencontre particulièrement éprouvante avec un ami de Quentin, Fanny trouva Henri assis dans le noir du salon l'attendant. Il était 2 heures du matin. « Comment s'est passée ta réunion de travail tardive ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. La façon dont il prononça ces mots, comme s'ils étaient recouverts de quelque chose de toxique, fit frissonner Fanny. « Henri, je suis fatigué. Nous pouvons parler demain. »« Je t'ai appelé au bureau aujourd'hui, » continua-t-il comme si elle n'avait pas parlé. « J'étais inquiet. Tu ne répondais pas à ton portable. La réceptionniste a dit qu'il n'y avait personne du nom de Fanny Costa qui travaillait là-bas. » Le monde de Fanny s'arrêta. Pendant un instant terrible, elle ne put ni respirer ni parler. Puis l'instinct de survie prit le relais, comme il l'avait toujours fait. « Tu as dû appeler le mauvais bureau. Je t'ai dit que nous avions déménagé récemment au... » « Arrête de me mentir. » La voix d'Henri se brisa, la colère et la douleur, se mélangeant en une émotion si brute que Fanny recula physiquement. « J'ai vérifié tous les bureaux de la société. Personne ne te connaît. Et maintenant tu rentrais à 2 heures du matin, sentant l'alcool et le parfum d'homme.
prétendant que c'était une réunion de travail. « Qui es-tu vraiment, maman ?» La question plana entre eux, terrible dans sa simplicité. Qui était-elle, vraiment? Depuis si longtemps, Fanny avait été définie par ses mensonges, par sa double vie, par ce qu'elle cachait plutôt que par ce qu'elle était. Comment pouvait-elle répondre à cette question sans tout détruire? « Je suis ta mère, » dit-elle finalement, les larmes coulant librement maintenant. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. » Henri se leva, secouant la tête. « Je ne sais même pas ce que ça signifie. » Il passa devant elle, se dirigeant vers sa chambre. « Je pars demain pour rester chez Isabelle quelques jours. J'ai besoin d'espace. » La porte de sa chambre se ferma, avec un claquement qui résonna dans l'appartement désormais trop silencieux, laissant Fanny seule dans l'obscurité, avec la sensation que tout ce pourquoi elle avait travaillé s'effondrait autour d'elle. Alors qu'Henri devenait romantiquement impliqué avec Irène, la fille d'une famille politique conservatrice, les mondes de Fanny se rapprochaient dangereusement d'une collision. La relation avait commencé innocemment. Henri et Irène s'étaient rencontrés lors d'un séminaire universitaire où ils avaient débattu passionnément des réformes du système de santé. Leur antagonisme initial s'était transformé en respect, puis en quelque chose de plus profond. Irène, avec ses cheveux soigneusement coiffés et son rire mélodieux, incarnait tout ce que la famille Mendez représentait: tradition, conservatisme et influence politique. Son père, Gabriel Mendez, était un conseiller municipal connu pour ses positions strictes sur la décence publique et les valeurs familiales, des concepts qui, Fanny le savait, ne s'étendraient certainement pas à une mère qui travaillait comme escorte pour financer l'éducation de son fils. Les parents d'Irène invitèrent Henri à des dîners familiaux et des événements sociaux, attirant involontairement Fanny dans des cercles où des clients de son travail de nuit pourraient la reconnaître. Chaque rassemblement social devenait un champ de mine d'exposition potentielle, forçant Fanny à développer des excuses élaborées pour éviter d'y assister. « Tu dois rencontrer les parents d'Irène, maman », insista Henri un soir, semaines après leur dispute. Les choses s'étaient apaisées entre eux, mais une tension sous-jacente persistait, comme une fracture mal guérie. Ils organisent un grand dîner dimanche et ils veulent expressément te rencontrer. Fanny frémit intérieurement. Gabriel Mendez était un visage connu à Porto Alegre, et bien qu'elle ne l'ait jamais vu au club, plusieurs de ses associés politiques étaient des clients réguliers. « Je suis vraiment désolé, chérie, mais j'ai cette présentation lundi matin. Je dois travailler tout le week-end pour la préparer. » Le visage d'Henri s'assombrit. « Encore une excuse. Tu en as toujours une, n'est-ce pas? Tu sais, Irène commence à penser que tu ne l'aimes pas ou que tu désapprouves notre relation. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Fanny. « J'adore Irène. Elle est intelligente, gentille, et elle te rend heureux. C'est tout ce qui compte pour moi. »« Alors prouve-le, » défia Henri. « Viens dîner, juste une fois, pour moi. » Le piège se refermait. Refuser continuerait à éroder sa relation avec Henri, mais accepter risquait une exposition catastrophique. Elle était sur le point de fabriquer une autre excuse lorsque son téléphone vibra. Un message de Quentin. Dimanche, 20h, une soirée privée avec des associés importants. Pas de refus possible. La même heure que le dîner chez les Mendez. Une échappatoire providentielle, bien que déplaisante. « D'accord, » dit-elle, surprenant Henri. « J'essaierai de réorganiser mon emploi du temps. Mais je ne peux rien promettre. Tu sais comment est mon patron. » Le soulagement et la joie sur le visage d'Henri la firent se sentir simultanément victorieuse et honteuse. Un mensonge de plus dans l'océan de tromperie dans lequel elle nageait depuis si longtemps. Elle aurait dû savoir que les choses ne seraient pas aussi simples. Le lendemain, elle reçut un autre message, cette fois du secrétaire de Gabriel Mendez lui-même, confirmant sa présence au dîner et précisant que M. Mendez est particulièrement désireux de discuter de l'avenir prometteur d'Henri dans sa faction politique. De plus en plus d'indices suggéraient que la famille Mendez voyait en Henri un futur candidat potentiel. Jeune, intelligent, charismatique, avec un parcours de fils d'une mère célibataire travailleuse qu'il avait élevé seul. Une histoire parfaite pour la politique, tant que personne ne découvrait ce qu'impliquait réellement ce travail acharné. Le temps semblait s'accélérer alors que dimanche approchait, chaque heure rapprochant Fanny de ce qui semblait être une catastrophe. Inévitable. Elle appelait frénétiquement,
essayant de reporter la soirée de Quentin, mais il restait inflexible. « Mes invités ont spécifiquement demandé ta présence, Fanny. Je leur ai promis. Tu ne voudrais pas que je sois déçu, n'est-ce pas ?» La menace implicite était claire. Décevoir Quentin signifiait risquer qu'il révèle son secret. Mais manquer le dîner des Mendez signifiait causer plus de dommages à sa relation déjà fragile avec Henri. Jusqu'au bout, Fanny tenta désespérément d'échapper à ce dilemme impossible. « Tu ne peux pas être à deux endroits à la fois », se répétait-elle en boucle, tandis que l'angoisse montait en elle comme une marée inexorable. Mais peut-être, pensa-t-elle soudainement, n'avait-elle pas besoin d'être à deux endroits à la fois. Peut-être avait-elle juste besoin que tout, le monde pense qu'elle était là où elle était censée être. Un plan dangereux commença à prendre forme dans son esprit. C'était risqué, presque téméraire, mais c'était la seule option qui lui restait. Les célébrations traditionnelles de la Festa Junina rassemblèrent la communauté. Fanny se portant volontaire pour la collecte de fonds de l'université d'Henri afin de maintenir les apparences. Les danses folkloriques et l'atmosphère communale soulignaient son désir d'acceptation, même si elle évitait soigneusement les photographes et certains participants. Ces repères culturels servaient à la fois de refuge et de rappel de ce qu'elle sacrifiait pour survivre. Le campus universitaire avait été transformé en un village festif pour l'occasion, avec des stands colorés, des guirlandes suspendues entre les arbres, et l'odeur alléchante de Canto, la boisson traditionnelle, épicée à base de vin chaud, qui parfumait l'air. Fanny s'était portée volontaire pour tenir le stand de pêche au canard, une position qui lui permettait de rester relativement discrète tout en participant activement. « Vous êtes la mère d'Henri, n'est-ce pas ?» Une voix profonde et cultivée interrompit ses pensées alors qu'elle réarrangeait les petits canards en plastique jaune dans la piscine peu profonde. Levant les yeux, elle reconnut immédiatement le professeur Torres, le mentor académique d'Henri, dont son fils parlait avec tant d'admiration. « Oui, c'est moi », répondit-elle avec un sourire poli, tendant sa main. « Fanny Costa, ravie de vous. Rencontrez enfin, professeur. Henri parle constamment de vous. » « Et il parle constamment de vous, » répondit Torres avec un sourire chaleureux qui atteignait ses yeux. Il est extrêmement fier de sa mère travailleuse, et à juste titre, semble-t-il. Fanny sentit une chaleur inattendue l'envahir à ces mots. Était-il possible qu'Henri parle d'elle avec fierté, malgré leur récente tension? Ou était-ce simplement une phrase polie du professeur? « Henri est un étudiant exceptionnel, » continua Torres, observant la foule festive qui tourbillonnait autour d'eux. L'un des plus brillants que j'ai jamais enseigné, en fait. C'est pourquoi je voulais vous parler d'une opportunité de recherche qui pourrait s'offrir à lui. Le cœur de Fanny fit un bond. Une opportunité de recherche serait exactement ce dont Henri avait besoin pour renforcer son dossier académique avant la faculté de médecine. Quel genre d'opportunité? Un programme spécial parrainé par la Fondation Cardozo, très compétitif, très prestigieux. Seuls 2 étudiants de tout le pays sont sélectionnés. Fanny connaissait suffisamment le monde universitaire pour comprendre ce que cela signifiait. Et vous pensez qu'Henri pourrait être l'un d'eux? Je le recommande personnellement, confirma Torres, baissant légèrement la voix. Mais il y a certaines contingences. L'estomac de Fanny se serra. Elle reconnaissait ce ton, cette façon de suggérer que quelque chose d'officieux était nécessaire pour que les choses officielles se produisent. « Quelle contingence ?» demanda-t-elle, gardant sa voix aussi neutre que possible. Torres jeta un regard autour d'eux pour s'assurer que personne n'écoutait. « Le docteur Alvarez siège au conseil de sélection. Il a remarqué Henri lors de la dernière conférence. Et il a également remarqué des photos de vous lors d'un événement de collecte de fonds l'année dernière. » Fanny se figea. Elle ne se souvenait pas avoir assisté à une collecte de fonds où des photos auraient été prises, mais elle comprit immédiatement. Alvarez était un client. Il l'avait reconnu et avait fait le lien avec Henri. « Je ne comprends pas, dit-elle, jouant l'innocence même si chaque nerf de son corps lui criait de fuir cette conversation. » Torres soupira, clairement mal à l'aise. Le docteur Alvarez aimerait renouveler votre connaissance. Dans un cadre plus privé, il est prêt à garantir la place d'Henri dans le programme si vous acceptez de le rencontrer. Son monde vacilla dangereusement pendant un moment. C'était exactement ce qu'elle avait toujours craint, que son travail nocturne contamine directement l'avenir d'Henri. Pas en étant découvert,
mais en étant utilisé comme levier contre elle. « Je pense qu'il y a un malentendu, commença-t-elle. Mais Torres l'interrompit avec un geste de la main. « S'il vous plaît, ne me faites pas entrer davantage dans les détails. Alvarez m'a simplement demandé de transmettre le message. Il dit que vous avez son numéro ou que vous savez comment. Le contacter. » Fanny réussit à garder son visage parfaitement neutre malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. « Merci de m'avoir informé de cette opportunité pour Henri. Je vais y réfléchir. » Torres hocha la tête, visiblement soulagé que la conversation soit terminée. Alors qu'il s'éloignait, Fanny sentit une main sur son épaule et se retourna pour voir Henri, rayonnant dans sa chemise à carreaux traditionnelle pour la festa junina, ses cheveux ébouriffés par la danse. « Hé maman, je vois que tu as rencontré le professeur Torres. N'est-il pas génial ?» Elle se força à sourire, espérant que la faible lumière des lanternes colorées cacherait la détresse dans ses yeux. « Absolument. Il m'a parlé d'une opportunité de recherche potentielle pour toi. » Les yeux d'Henri s'écarquillèrent d'excitation. « Vraiment? Le programme Cardozo? Il en a parlé en classe la semaine dernière, mais j'ai pensé que c'était un rêve impossible. » En voyant son enthousiasme, son visage illuminé par l'espoir et l'ambition, Fanny sut qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Un rendez-vous avec Alvarez serait humiliant, peut-être dangereux pour sa déjà précaire double vie, mais comment pourrait-elle priver Henri de cette chance? « Rien n'est impossible pour toi, chérie, » dit-elle doucement, caressant sa joue comme elle le faisait quand il était petit. « Tu mérites toutes les opportunités que la vie a à offrir. » Henri l'entraîna dans la foule joyeuse pour la présenter à ses amis, inconscient du poids qui venait de s'ajouter aux épaules déjà surchargées de sa mère. Les danseurs tourbillonnaient autour d'eux au son de l'accordéon et des tambours, célébrant l'abondance et l'espoir que symbolisait traditionnellement la festa junina. Pour Fanny, cependant, il n'y avait que des choix impossibles et des sacrifices toujours plus grands. Qui a déjà vécu comme ça? Elle se murmura cette question en regardant les visages heureux et insouciants autour d'elle. Qui a déjà vécu constamment sur le fil du rasoir, où chaque décision semble impossible? Pense à quelqu'un que tu connais qui a dû faire des sacrifices inimaginables pour protéger ceux qu'il aime, et partage ton histoire dans les commentaires. Le mentor académique d'Henri, le professeur Torres, s'intéressait particulièrement à son avenir prometteur, lui offrant une opportunité de recherche sans précédent. À l'insu d'Henri, cette opportunité venait après que Fanny ait accepté à contre-cœur de fournir des services à un membre du conseil universitaire qui influençait de telles sélections. Ses sentiments conflictuels concernant ce compromis représentaient sa lutte permanente entre assurer l'avenir d'Henri et maintenir son respect de soi. La rencontre avec le docteur Alvarez fut pire que ce que Fanny avait anticipé. Elle se déroula dans une suite d'hôtels discrètes, loin des regards indiscrets du club ou de l'université. Alvarez était un homme d'une 60aine d'années, avec des mains soigneusement manucurées et des yeux qui ne souriaient jamais, même quand sa bouche le faisait. « Tu es encore plus belle en privé, dit-il, la regardant comme un collectionneur évaluant une nouvelle acquisition. Je comprends mieux maintenant pourquoi Quentin te garde si jalousement. » Fanny resta impassible, ayant appris depuis longtemps à se dissocier de ces situations. Nous avions un accord concernant mon fils. Bien sûr, bien sûr. Alvarez fit un geste dédaigneux. Le garçon aura sa place. Ses notes étaient « service garantissent cela ». Mais puisque nous avons toute la nuit devant nous, parlons d'abord de ce que j'attends exactement en retour. 3 heures plus tard, Fanny se tenait sous la douche brûlante de sa salle de bain, frottant sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge et douloureuse. Mais aucune quantité d'eau chaude ou de savon ne pouvait laver la souillure qu'elle ressentait, ni étouffer la voix dans sa tête, qui se demandait si elle était allée trop loin cette fois. Il y avait une différence, se disait-elle, entre travailler au club avec ses règles et sa structure et ce qu'Alvarez avait exigé, une ligne qu'elle n'avait jamais pensé franchir. Pourtant, elle l'avait fait, pour Henri, toujours pour Henri. Quand le téléphone sonna, affichant un numéro inconnu, Fanny hésita avant de répondre. La voix du professeur Torres, tendue et formelle, confirma ce qu'elle craignait déjà. « Félicitations, Madame Costa. Votre fils a été officiellement sélectionné pour le programme de recherche Cardoso. Le docteur Alvarez a été très impressionné par son potentiel. » Le sous-entendu était clair et Fanny sentit une vague de nausée la submerger. « Merci de m'en informer, » répondit-elle,
sa voix parfaitement contrôlée malgré le tumulte en elle. « Il y aura une petite cérémonie la semaine prochaine pour annoncer les gagnants. Votre présence serait appropriée. » Une autre exigence à peine voilée. Une autre occasion où elle devrait se tenir aux côtés d'Alvarez, sachant ce qu'il savait d'elle, ce qu'il lui avait fait faire. « Bien sûr, acquiesça-t-elle, je ne manquerai pas cela pour le monde. » Lorsque Fanny développa une amitié authentique avec Sophie, une nouvelle voisine ayant une formation en conseil, elle fit l'expérience d'une connexion authentique pour la première fois depuis des années. Leurs rencontres autour d'un café et leurs conversations offraient à Fanny un soutien émotionnel, bien qu'elle ait dit soigneusement l'histoire de sa vie. Cette relation mettait en évidence le profond désir de Fanny pour l'honnêteté et l'acceptation dans une vie dominée par les secrets. Sophie avait emménagé dans l'appartement en face de celui de Fanny 3 mois auparavant. Leur première rencontre avait été banale. Une salutation dans le couloir, une offre d'aide pour porter des sacs d'épicerie, mais quelque chose dans la chaleur naturelle et l'absence de jugement de Sophie avait immédiatement attiré Fanny. Peut-être était-ce ses yeux verts qui semblaient vraiment voir les gens, ou peut-être était-ce la façon dont elle écoutait, réellement écoutait, quand on lui parlait. « Tu sembles épuisée », remarqua Sophie un matin, alors qu'elle se croisait près des boîtes aux lettres dans le hall de l'immeuble. Longue nuit? Fanny était en effet épuisée. Elle avait passé la soirée au club, puis avait dû se préparer pour la cérémonie de remise des prix d'Henri qui aurait lieu plus tard dans la journée, une cérémonie où Alvarez serait présent. « Problème de sommeil », répondit-elle avec un sourire fatigué. « Rien qu'une tasse de café ne puisse résoudre. » « J'ai du café fraîchement moulu à la maison, » proposa Sophie. « Colombien. Bien meilleur que ce que tu trouveras dans n'importe quel café de la ville. Pourquoi ne viendrais-tu pas prendre une tasse avant de partir travailler ?» Fanny hésita. Elle avait soigneusement évité de nouer des amitiés profondes avec ses voisins, précisément pour éviter les questions sur son travail, ses horaires, sa vie. Mais il y avait quelque chose dans le sourire de Sophie qui l'attira. « D'accord, » accepta-t-elle. « Juste une tasse rapide. » Une tasse se transforma en 2, puis en une conversation qui dura près d'1 heure. Sophie avait travaillé comme conseillère pendant des années avant de passer à l'édition de livres de développement personnel et de psychologie. Elle parlait avec passion de l'importance de l'authenticité et de la guérison. « La plupart des gens portent un masque, » dit Sophie en sirotant son café. « C'est une façon de se protéger. Mais porter un masque pendant trop longtemps peut faire oublier le visage qui se cache dessous. » Ces mots touchèrent Fanny plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Combien de temps avait-elle porté son masque? Se souvenait-elle encore? De qui elle était vraiment? Au fil des semaines, ces cafés matinaux devinrent une routine. Fanny racontait des versions soigneusement éditées de sa vie, partageant ses inquiétudes concernant Henri, sa relation de plus en plus sérieuse avec Irène et ses espoirs pour son avenir. Elle ne mentionnait jamais le club, Quentin ou Alvarez, mais parlait d'un patron exigeant et de collègues difficiles dans une entreprise financière fictive. Sophie écoutait, offrait des conseils, et graduellement devint la première vraie amie que Fanny avait eue depuis des années. « Tu sais, » dit Sophie un jour alors qu'elles partagèrent des pains au chocolat sur son balcon, « parfois je me demande si tu me dis toute la vérité sur ta vie. » Le cœur de Fanny s'arrêta momentanément. « Que veux-tu dire ?»« Rien de spécifique. » Sophie haussa les épaules. « C'est juste que je sens parfois que tu portes un fardeau bien plus lourd que ce que tu laisses paraître. Et si c'est le cas, je veux que tu saches que je suis là, sans jugement. Parfois, partager nos secrets les rend moins lourds à porter. » Les yeux de Fanny se remplirent de larmes qu'elle essaya rapidement de cacher. « Nous avons tous nos secrets, » murmura-t-elle. « Oui, » acquiesça doucement Sophie. « La question est de savoir si ces secrets nous protègent vraiment ou s'ils deviennent une prison. » Une panne d'électricité dans toute la ville pendant une violente tempête força les résidents de l'immeuble de Fanny à se rassembler dans des espaces communs, créant une intimité inattendue entre voisins. Dans ce cadre vulnérable, le récit soigneusement construit de Fanny sur sa vie professionnelle commença à montrer des incohérences, soulevant des questions auxquelles elle peinait à répondre de manière convaincante. Ce défi environnemental reflétait son équilibre de plus en plus précaire entre différentes identités. La tempête avait éclaté soudainement, transformant l'après-midi en crépuscule précoce, tandis que des nuages noirs comme de l'encre s'accumulaient au-dessus de Porto Alegre.
Les vents violents et la pluie torrentielle avaient rapidement provoqué des pannes d'électricité dans toute la ville, y compris dans les appartements de luxe Riverside. Fanny était seule dans son appartement quand les lumières s'éteignirent, Henri étant sorti avec Irène. Dans l'obscurité soudaine, elle tâtonna pour trouver des bougies dans la cuisine lorsqu'on frappa à sa porte. « Fanny, c'est Sophie. Le concierge rassemble tout le monde dans le salon commun au rez-de-chaussée. Ils ont des générateurs pour les lumières de base et quelques prises pour charger les téléphones. Tu viens ?» L'idée de passer des heures dans une pièce remplie de voisins curieux était la dernière chose que Fanny souhaitait, mais rester seule dans un appartement sombre et de plus en plus froid n'était pas non plus attrayant. « J'arrive », répondit-elle, attrapant son sac à main et une veste chaude. Le salon commun, habituellement vide, sauf pour les événements programmés, était maintenant rempli de résidents de tous âges, certains qu'elle reconnaissait vaguement des ascenseurs ou du hall, d'autres qu'elle n'avait jamais vus. Une ambiance étrangement festive régnait dans l'air, la catastrophe commune ayant créé un sentiment de camaraderie. « Voilà notre mystérieuse voisine », s'exclama Ricardo, un homme d'affaires extraverti du 5e étage, lorsque Fanny entra avec Sophie. « Quand nous faisions les présentations. Presque tout le monde se connaît, mais tu es toujours si occupé que tu es un peu une énigme pour nous tous. » Fanny sourit poliment, sentant l'attention indésirable se porter sur elle. « Pas si mystérieuse. Juste occupée, comme tu l'as dit. Avec ce travail exigeant dans la finance, n'est-ce pas ?» continua Ricardo. « Sophie nous a dit que tu travailles dans une grande entreprise au centre-ville ?»« Oui, c'est ça, » confirma Fanny, lançant un regard rapide à Sophie. Qu'avait dit exactement son amie à propos d'elle? « Ma femme a travaillé chez Globo Financial pendant des années. » Intervint un homme plus âgé que Fanny ne reconnaissait pas. « Peut-être que vous vous êtes croisés. Maria Sanchez. Elle était dans le département des prêts commerciaux. »« Oh, je suis dans une division différente, » répondit rapidement Fanny, « et c'est une grande entreprise. »« Quelle division exactement ?» demanda l'homme, semblant sincèrement intéressé. « Gestion des investissements internationaux, » improvisa Fanny, utilisant un terme suffisamment vague pour éviter les questions spécifiques. « C'est assez technique et, franchement, ennuyeux pour la plupart des gens. »« Pas du tout, » insista Ricardo. « J'ai investi dans plusieurs marchés internationaux moi-même. Peut-être pourrais-tu me donner quelques conseils sur les tendances actuelles ? En Asie du Sud-Est, j'envisage d'étendre mes opérations là-bas. » Fanny sentit une goutte de sueur froide couler le long de son dos, malgré la fraîcheur de la pièce. « Je ne peux pas vraiment discuter des détails clients, bien sûr, mais... » Elle fut sauvée par l'arrivée d'Henri et Irène, trempés jusqu'aux os et riant alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule. « Maman, tu es là. Nous avons été pris dans le déluge en revenant du cinéma, » expliqua Henri, secouant ses cheveux mouillés comme un chien. « Tout l'immeuble est ici. »« Pas tout à fait, » corrigea le concierge, un homme robuste nommé Paolo. « Nous avons encore quelques résidents non comptabilisés, y compris. » Il consulta sa liste. « L'homme mystérieux du 8B. Quelqu'un l'a-t-il déjà vu ?»« Le type en costume noir, » demanda quelqu'un. « Il sort toujours très tard ou très tôt le matin. »« Il doit avoir un emploi inhabituel, » suggéra une femme âgée. « Ou des habitudes inhabituelles, » plaisanta Ricardo avec un clin d'œil. Fanny se figea. L'homme du 8B était un client régulier du club, qui venait toujours aux mêmes heures, les jeudis et samedis. Il ne l'avait jamais reconnu dans l'immeuble, soit il ne l'avait jamais vu clairement, soit il était aussi déterminé qu'elle à maintenir leur anonymat mutuel. « Nous devrions jouer à un jeu pour passer le temps, » suggéra Irène, inconsciente de la tension soudaine de Fanny. « Que diriez-vous de 2 vérités et un mensonge? C'est parfait pour apprendre à connaître de nouveaux voisins. » La suggestion fut accueillie avec enthousiasme, et bientôt les résidents formèrent un grand cercle, partageant à tour de rôle 2 vérités et un mensonge sur eux-mêmes, pendant que les autres essayaient de deviner quelle déclaration était fausse. Quand vint le tour de Fanny, elle sentit tous les yeux se poser sur elle. Son esprit tournait frénétiquement, essayant de formuler 3 déclarations qui ne révéleraient rien de dangereux, mais ne sembleraient pas non plus évasives. « D'accord, » commença-t-elle. « Premièrement, j'ai grandi à Recife avant de déménager, à Porto Alegre. Deuxièmement, avant de travailler dans la finance, j'étais danseuse professionnelle. Et troisièmement, j'ai une phobie des oiseaux depuis l'enfance. » Elle avait délibérément inclus un élément de vérité lié à sa vie, au club
Elle avait effectivement été danseuse avant de devenir escorte, mais personne ici ne pourrait le savoir ou faire le lien. « Je parie que c'est la danse qui est le mensonge », déclara Ricardo. « Tu as l'air trop... » Il fit un geste vague, cherchant le mot juste. Rigide pour avoir été danseuse. Plusieurs personnes rirent, et Fanny se força à sourire, comme si elle appréciait la plaisanterie. « Non, je pense que c'est vrai », intervint Henri à la surprise de Fanny. « Ma mère a encore des mouvements. Je l'ai vue danser à la maison quand elle pense que personne ne regarde. » Un murmure d'amusement traversa le groupe, mais Fanny vit dans les yeux d'Henri quelque chose qui lui serra le cœur, une lueur de doute, comme s'il réexaminait des souvenirs, cherchant des indices qu'il avait peut-être manqués. « Alors c'est la phobie des oiseaux qui est le mensonge », suggéra Sophie. « En fait, » répondit Fanny, heureuse de détourner l'attention, « c'est Recife. Qui est le mensonge ? J'ai grandi à Salvador, pas à Recife. » La conversation passa à la personne suivante, mais Fanny remarqua qu'Henri la regardait toujours avec une expression pensive, comme s'il essayait de résoudre une énigme dont il venait de découvrir l'existence. Les réalisations académiques croissantes d'Henri apportaient une reconnaissance publique, culminant avec une cérémonie de remise de prix universitaire où Fanny devait naviguer dans une salle remplie de clients potentiels de son autre vie. Sa fierté pour les accomplissements de son fils se mêlait à la terreur d'une exposition potentielle, incarnant la douloureuse dualité de son existence et le prix de ses choix. L'auditorium de l'université était bondé. Des rangées de chaises remplies de parents fiers, de professeurs en tenue académique et de donateurs aisés. Fanny était assise au premier rang, comme le demandait le protocole pour les parents des lauréats majeurs. Sa robe bleu marine conservatrice et son maquillage minimal étaient délibérément choisis pour attirer le moins d'attention possible, tout en restant appropriés pour l'occasion. Sur l'estrade, Henri était assis parmi une rangée d'étudiants, distingués, son visage sérieux mais ses yeux brillants d'excitation. À côté de lui se trouvait Irène, lauréate elle aussi, ravissante dans une robe crème qui mettait en valeur sa peau olive. Ils formaient un couple impressionnant, jeune, brillant, prometteur. Fanny sentit une fierté intense s'élever en elle, en regardant son fils. Tout ce qu'elle avait fait, tous les compromis, toutes les humiliations, tout avait été pour ce moment, pour voir Henri réussir, pour lui ouvrir des portes qu'elle n'avait jamais pu franchir elle-même. « Un fils remarquable que vous avez là, Madame Costa. » La voix à côté d'elle fit se tendre chaque muscle de son corps. Elle se tourna lentement pour voir le docteur Alvarez s'installer dans le siège vide à sa droite, immaculé dans son costume. Sur mesure, et arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Docteur Alvarez », salua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne savais pas que vous assistiez à cette cérémonie. »« Je ne manquerai pas la remise du prix à notre jeune prodige, » répondit-il. « Après tout, j'ai investi personnellement dans son avenir. » Le double sens était clair et répugnant. Fanny dut résister à l'envie de s'éloigner physiquement de lui. « Henri a gagné sa place par son propre mérite, » insista-t-elle, les mots surgissant avant qu'elle puisse les retenir. Alvarez rit doucement. « Bien sûr qu'il l'a fait. Son mérite et vos sacrifices considérables. Parlant de sacrifices, j'ai un autre ami qui aimerait beaucoup vous rencontrer. Un homme d'influence significative dans le comité d'admission de la faculté de médecine de São Paulo. » La menace à peine voilée planait entre eux comme un nuage toxique. Fanny regarda autour d'elle frénétiquement, cherchant une échappatoire à cette conversation, quand elle aperçut quelque chose qui glaça son sang. Quentin, assis quelques rangées derrière, la regardant avec Alvarez. À côté de lui se trouvait Gabriel Mendez, le père d'Irène, engagé dans une conversation animée avec un autre homme que Fanny reconnut comme un client régulier du club. Ils étaient tous là, ces deux mondes se rapprochant dangereusement, comme des plaques tectoniques sur une ligne de faille. À tout moment, une collision catastrophique pourrait se produire. Sur l'estrade, le doyen de l'université commençait son discours, parlant d'excellence, de dévouement et d'éthique, des mots qui semblaient se moquer de la situation de Fanny. « Et maintenant, » annonça le doyen, « j'ai le plaisir de présenter notre orateur principal, l'étudiant qui a non seulement excellé académiquement, mais a également démontré un leadership exceptionnel et un engagement communautaire, Henri Costa. » La foule applaudit alors qu'Henri se levait et s'approchait du podium.
Fanny sentit les larmes lui monter aux yeux, mélange de fierté intense et de terreur pure, si près du succès, si près de la catastrophe. « Avant de commencer mon discours, » dit Henri dans le microphone, sa voix claire et confiante, « j'aimerais remercier une personne qui a rendu tout cela possible, ma mère, Fanny Costa. » Les projecteurs se tournèrent vers elle, l'illuminant, dans la première rangée. Les applaudissements redoublèrent alors que les caméras de l'université se focalisaient sur son visage pour la projection sur grand écran. Dans cet instant horrible de visibilité totale, Fanny vit plusieurs têtes se tourner en reconnaissance, plusieurs expressions passer de la surprise à la compréhension. Elle vit Gabriel Méndez se pencher vers Quentin avec une question et le sourire lent et malveillant qui s'étendit sur le visage de ce dernier alors qu'il répondait. Le monde de Fanny s'effondrait en temps réel, juste au moment du plus grand triomphe d'Henri. Pourtant, elle se força à sourire, à lever la main en reconnaissance, à jouer le rôle de la mère fière qu'elle était vraiment, même si tout ce qu'elle avait construit s'écroulait autour d'elle. Henri commença son discours, parlant de persévérance, de soutien familial et des sacrifices nécessaires pour atteindre ses rêves. Chaque mot était une lame dans le cœur de Fanny, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient sincères. Henri croyait vraiment que sa mère était cette professionnelle respectée qui avait travaillé dur dans le secteur financier pour lui offrir des opportunités. « Ma mère m'a appris que l'intégrité et le travail acharné finissent toujours par être récompensés », déclara Henri, regardant directement Fanny avec amour et admiration. À côté d'elle, Alvarez émit un petit rire moqueur. « L'intégrité, fascinant !» Fanny ferma les yeux un instant, luttant contre la vague de honte qui menaçait de la submerger. Quand elle les rouvrit, elle vit Sophie entrer discrètement par une porte latérale, probablement en retard à cause de ses obligations professionnelles. Leurs regards se croisèrent, et Sophie lui offrit un sourire encourageant, ignorant complètement le drame silencieux qui se déroulait. Lorsque les demandes de Quentin s'intensifièrent et qu'il menaça de révéler le secret de Fanny à Henri, elle trouva un soutien inattendu de la part de Sophie, qui révéla ses propres luttes passées avec des choix difficiles faits pour la survie familiale. Cette alliance donna à Fanny le courage d'envisager des solutions alternatives à sa situation apparemment impossible. « Il devient de plus en plus audacieux », expliqua Fanny, les mains tremblantes autour de sa tasse de café, alors qu'elle était assise dans l'appartement de Sophie le matin après la cérémonie de remise des prix. « Quentin a parlé directement au père d'Irène hier soir. Je ne sais pas exactement ce qu'il lui a dit, mais la façon dont Méndez me regardait, elle frissonna. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. » C'était la première fois que Fanny parlait ouvertement de sa situation à quiconque, et les mots se déversaient maintenant comme un barrage rompu. Elle avait raconté à Sophie toute l'histoire. Le club, Quentin, Alvarez, les années de mensonges et de sacrifices. Au lieu du dégoût ou du jugement que Fanny craignait, Sophie l'avait écoutée avec une compréhension calme, ses yeux verts emplis de compassion plutôt que de pitié. « Et maintenant, il menace de tout révéler à Henri si je n'accepte pas de travailler exclusivement pour lui et ses associés, en dehors du club, sans aucune protection. » De l'esclavage, en d'autres termes, dit doucement Sophie, nommant ce que Fanny n'osait pas. Fanny acquiesça, les larmes coulant librement maintenant. « Je ne peux pas faire ça, mais je ne peux pas non plus laisser Henri découvrir la vérité, pas comme ça, pas par Quentin. » Sophie prit les mains de Fanny dans les siennes. « Je comprends mieux que tu ne le penses. »« Comment pourrais-tu comprendre ça ?» demanda Fanny, sans accusation, juste une confusion sincère. Sophie prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à soulever un poids lourd. « Parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. Pas exactement pareil, mais j'ai aussi fait des choix difficiles pour ma famille. » Elle se leva et alla jusqu'à une bibliothèque, en sortant un cadre, photo que Fanny n'avait jamais remarquée auparavant. La photo montrait une jeune Sophie avec un petit garçon d'environ 8 ans. « Mon fils Lucas, » expliqua Sophie. « Il a 23 ans maintenant. Quand cette photo a été prise, nous venions de fuir mon mari violent. Nous n'avions rien, pas d'argent, pas de famille sur qui compter. » Elle se rassit, tenant toujours la photo. « J'ai travaillé comme masseuse dans un spa de luxe. Au début, c'était légitime, puis on m'a offert plus d'argent pour des services supplémentaires. J'ai refusé d'abord. Puis le propriétaire de notre appartement a menacé de nous expulser, et l'école de Lucas avait besoin de frais pour une excursion éducative. » Les yeux de Fanny s'élargirent en comprenant.
Tu as fait ce que tu devais faire. Pendant 3 ans, confirma Sophie. Ce n'était pas dans un club comme le tien. C'était plus improvisé, plus dangereux probablement. J'ai détesté. Chaque minute, mais Lucas pouvait manger, avait un toit, des vêtements décents, et personne à l'école ne savait que sa mère était... Elle s'interrompit. « Comment as-tu arrêté ?» demanda Fanny, soudainement avide de savoir qu'une issue existait. « J'ai rencontré une conseillère dans un centre communautaire. Elle m'a aidé à obtenir une bourse pour étudier la psychologie. C'était difficile. J'ai travaillé 3 emplois légitimes pendant mes études, mais j'ai finalement pu arrêter l'autre travail. Et ton fils, a-t-il découvert ?» Sophie hocha lentement la tête. Quand il avait 17 ans, quelqu'un lui a dit « Ce fut dévastateur ». Elle fit une pause, ses yeux distants avec le souvenir. Il est parti vivre chez un ami pendant quelques mois. Ne me parlait pas, mais finalement il est revenu. Nous avons parlé, vraiment parlé. Ça a pris du temps, mais nous avons reconstruit notre relation sur l'honnêteté. Je ne peux pas. Imaginez dire la vérité à Henri, murmura Fanny. Il me détesterait. Peut-être au début, reconnut Sophie, mais il pourrait aussi te surprendre. Ce qui est certain, c'est que découvrir la vérité par quelqu'un comme Quentin serait bien pire. Fanny savait que Sophie avait raison, mais la simple idée de confesser sa double vie à Henri la terrifiait bien plus que n'importe quelle menace de Quentin. « Ce dont tu as besoin, c'est de temps, » continua Sophie. « Du temps pour te préparer, pour préparer Henri et pour trouver une voie de sortie. Je peux t'aider avec ça. » « Comment ? » « Le programme de développement professionnel pour lequel je travaille comme consultante. Il est spécifiquement conçu pour les femmes cherchant des transitions de carrière. De nombreuses participantes viennent de situations compliquées. « Tu veux dire comme la prostitution ?» demanda Fanny avec une franchise qui la surprit elle-même. « Certaines, oui. D'autres sortes de prisons, de relations abusives, ou simplement de décennies passées à élever des enfants sans expérience professionnelle formelle. Le programme offre formation, certification, placement professionnel et, plus important, un réseau de soutien. » Pour la première fois depuis des années, Fanny sentit une étincelle d'espoir s'allumer en elle. « Quentin, ne t'inquiète pas. Pour lui, pour l'instant, » interrompit Sophie, une détermination d'acier apparaissant dans ses yeux généralement doux. « J'ai quelques contacts qui pourraient l'aider à comprendre qu'il serait dans son meilleur intérêt de te laisser tranquille. » Fanny la regarda avec curiosité. « Que veux-tu dire ?» Sophie sourit, un sourire qui ne ressemblait en rien à ses expressions habituellement chaleureuses. « Disons simplement que pendant mes années difficiles, j'ai rencontré des gens qui comprennent comment traiter des hommes comme Quentin. Des gens qui lui feront comprendre que le coût de te faire du mal pourrait être bien plus élevé qu'il ne le pense. » Pour la première fois depuis que la tempête menaçante s'était formée autour d'elle, Fanny sentit qu'il pourrait y avoir un chemin à travers, difficile et effrayant, mais possible. Henri remarqua le stress inhabituel de sa mère et, inquiet pour sa santé, commença à enquêter sur son lieu de travail pour découvrir qu'il n'y avait aucune trace de son emploi dans la société financière qu'elle avait décrite pendant des années. Cette découverte ouvrit une douloureuse brèche alors qu'ils remettaient en question d'autres aspects de leur vie commune, menant à des confrontations où Fanny maintenait sa tromperie même si cela endommageait leur relation. Cela commença par des questions apparemment innocentes lors du dîner. « Comment s'est passée ta journée au bureau, maman ?» demanda Henri en se servant des haricots. « Comme d'habitude. Beaucoup de réunions, beaucoup de paperasse, » répondit Fanny, haussant les épaules. « Tu travailles sur quel marché en ce moment ? L'Asie ? L'Europe ?» Fanny hésita, se demandant pourquoi Henri s'intéressait soudainement aux détails de son travail fictif. « Un peu de tout, principalement l'Amérique du Sud. » « Et ce rapport sur lequel tu travaillais la semaine dernière, pour quel client c'était déjà ?»« Henri, » dit Fanny, posant sa fourchette, « depuis quand t'intéresses-tu autant à la finance internationale ?» Son fils la regarda droit dans les yeux. « Depuis que j'ai appelé tous les départements de Globo Financial et découvert que personne, du nom de Fanny Costa, n'y travaille. En fait, ils n'ont même pas de division de gestion des investissements internationaux. » Le monde de Fanny s'arrêta. Le moment qu'elle avait redouté pendant près d'une décennie était enfin arrivé. « Tu ne comprends pas, » commença-t-elle faiblement. « Alors explique-moi, » exigea Henri, sa voix tremblante d'émotion. « Explique-moi pourquoi ma mère me ment depuis que je suis enfant. Explique-moi d'où vient notre argent si tu ne travailles. Pas où tu dis travailler.
Explique-moi qui tu es vraiment. Fanny pouvait voir les larmes qui menacèrent dans les yeux d'Henri, la confusion et la douleur de la trahison gravées sur son visage. Elle avait prévu d'avoir cette conversation. Sophie l'aidait à s'y préparer. Mais pas maintenant, pas comme ça, pas avant qu'elles aient trouvé les mots justes. « J'ai un emploi, Henri, » dit-elle, choisissant ses mots avec précaution. « Je gagne notre argent légitimement, mais c'est compliqué. » « Compliqué comment? Es-tu une criminelle? Une trafiquante de drogue? »« Non, bien sûr que non, » s'exclama Fanny, horrifiée. « Je n'ai jamais rien fait d'illégal. »« Alors quoi? Qu'est-ce qui pourrait être si terrible que tu as dû me mentir toute ma vie ?» Fanny prit une profonde inspiration, cherchant désespérément une explication qui apaiserait Henri sans révéler toute la vérité. « Je travaille comme consultante indépendante pour plusieurs clients privés. Le travail est confidentiel, c'est pourquoi je ne peux pas en parler beaucoup. »« Une consultante ?» répéta Henri, son incrédulité évidente. « Quel genre de consultante ?»« En relation d'affaires » improvisa Fanny, détestant chaque nouveau mensonge qui sortait de sa bouche, mais incapable de s'arrêter. « Je facilite des introductions. J'aide à négocier des accords entre parties qui préfèrent rester anonymes. » Henri se leva, poussant sa chaise avec une telle force qu'elle tomba en arrière. « C'est des conneries, » répéta-t-il. « Des conneries totales, et tu le sais. Tu crois que je suis stupide. Tu crois que je n'ai pas vu les regards que tu échangeais avec le docteur Alvarez à la cérémonie, ou la façon dont le père d'Irène t'évitait comme si tu avais une maladie contagieuse. »« Henri, s'il te plaît, » supplia Fanny, se levant également, tendant une main vers son fils qui recula comme si elle l'avait brûlé. « Non, plus de mensonges, plus d'excuses. Soit tu me dis la vérité maintenant, soit je pars. Et cette fois, je ne reviendrai pas. » La menace planait dans l'air entre eux, lourde et irrévocable. Fanny savait qu'il ne s'agissait pas d'une parole en l'air. Henri avait cette même détermination qu'elle. Une fois sa décision prise, rien ne pouvait le faire changer d'avis. « Assieds-toi, » dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « S'il te plaît. » À sa surprise, Henri obéit, ramassant sa chaise et s'asseyant les bras croisés, attendant. Fanny prit une profonde inspiration, puis commença à parler. Mais même maintenant, face à l'ultimatum de son fils, elle ne put se résoudre à révéler toute la vérité. Elle lui parla d'un travail d'hôtesse dans un club privé, omettant la nature exacte des services qu'elle fournissait. Elle mentionna Quintin et Alvarez, décrivant leur chantage mais minimisant ce qu'ils exigèrent d'elle. Elle expliqua comment tout avait commencé. Une jeune mère célibataire désespérée, sans éducation, sans ressources, déterminée à offrir à son fils les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Pendant qu'elle parlait, elle vit le visage d'Henri passer de la colère à la confusion, puis à une sorte de compréhension douloureuse. Quand elle eut fini, un silence pesant s'installa entre eux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que nous avions des difficultés financières ?» demanda-t-il finalement. « J'aurais compris, j'aurais pu travailler, aider. »« C'est exactement pourquoi je ne t'ai rien dit, » répondit doucement Fanny. « Je voulais que tu te concentres sur tes études, sur ton avenir. Pas que tu t'inquiètes pour l'argent ou que tu sacrifies ton éducation pour un emploi à temps partiel. » Henri secouait lentement la tête, comme s'il essayait d'assimiler tout ce qu'il venait d'entendre. « Mais ce club, ce n'est pas juste un travail d'hôtesse, n'est-ce pas? Pas si des hommes comme Quentin et Alvarez peuvent te faire chanter. Pas si le père d'Irène te regarde comme il l'a fait. » Fanny sentit ses joues brûler de honte. Elle abaissa les yeux sur ses mains, incapable de soutenir le regard scrutateur de son fils. « Non, » admit-elle finalement. « Ce n'est pas juste un travail d'hôtesse. » Cette simple phrase, cette confession partielle, semblait être tout ce qu'Henri pouvait supporter pour le moment. Il se leva à nouveau, plus calmement cette fois. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il. « Je ne peux pas rester ici ce soir. »« Où vas-tu aller ?» demanda Fanny, alarmée. « Chez Marcos. Ses parents sont en voyage, et il a dit que je pouvais utiliser leur chambre d'amis. » Il quitta la table et se dirigea vers sa chambre. Quelques minutes plus tard, il en ressortit avec un sac de voyage à la main. Fanny se tenait dans le couloir, les bras croisés comme pour se protéger, le visage ravagé par l'émotion. « Henri, » dit-elle, sa voix se brisant, « je suis désolé. Pour tout. » Il s'arrêta à la porte, dos à elle. « Moi aussi, » dit-il simplement avant de partir.
Une rencontre fortuite entre Henri et l'un des clients réguliers de Fanny lors d'un événement de bénévolat médical créa un moment dangereux de reconnaissance potentielle. Bien que Fanny ait navigué à travers cette quasi-exposition, l'incident la força à reconnaître le caractère insoutenable de sa double vie alors que le monde d'Henri s'étendait au-delà de son contrôle. 3 jours après leur confrontation, Henri n'était toujours pas rentré à la maison. Il répondait aux messages textes de Fanny, mais seulement par des réponses courtes et fonctionnelles. « Je vais bien. Ne t'inquiète pas. J'ai besoin de temps. » Chaque message laconique était un coup de poignard dans son cœur, mais elle respectait son besoin d'espace, sachant qu'elle n'avait pas le droit d'exiger davantage. Sophie était son roc pendant cette période, lui assurant qu'Henri reviendrait quand il serait prêt, qu'il avait besoin de traiter ce qu'il avait appris et qu'avec le temps, ils pourraient reconstruire leur relation sur des bases plus honnêtes. Fanny était en train de préparer le dossier de candidature pour le programme de développement professionnel que Sophie lui avait recommandé lorsque son téléphone sonna. Un message d'Henri. « Je participe à une clinique médicale gratuite au parc Farroupilha aujourd'hui jusqu'à 16 h. Tu pourrais venir? Nous devons parler. » Son cœur s'accéléra. C'était la première fois qu'Henri l'invitait à le voir depuis leur dispute. Sans hésitation, elle répondit qu'elle y serait, passa rapidement sous la douche et s'habilla. Choisissant des vêtements simples et modestes, un jean, un chemisier blanc et une veste légère. Pour une fois, elle ne se souciait pas de maintenir l'illusion de la prospérité professionnelle. Le parc Farroupilha, cœur vert de Porto Alegre, bourdonnait d'activités en ce samedi ensoleillé. Fanny aperçut les tentes blanches de la clinique gratuite bien avant d'y arriver. Un projet organisé par l'université pour offrir des contrôles médicaux de base aux personnes qui ne pouvaient pas se permettre de consulter régulièrement. Un médecin. Elle repéra Henri, vêtu d'une blouse blanche avec un badge d'étudiant, aidant une femme âgée à remplir un formulaire. Son visage était sérieux mais gentil, alors qu'il écoutait attentivement la femme, hochant occasionnellement la tête et souriant avec encouragement. La fierté envahit Fanny malgré tout. Il serait un médecin merveilleux, empathique et attentif. Elle resta à distance, ne voulant pas interrompre son travail. Henri la vit et lui fit un petit signe de tête pour indiquer qu'il l'avait remarqué puis retourna à sa patiente. Fanny trouva un banc à proximité et s'assit pour attendre. 20 minutes plus tard, alors qu'Henri finissait avec un autre patient, quelque chose attira l'attention de Fanny. Une voiture de luxe noire se garant près du parc, un homme en costume impeccable en sortant. Même à cette distance, elle reconnut immédiatement Ricardo Suarez, l'un des clients les plus riches et influents du club. Que faisait-il ici dans un parc public un samedi après-midi? Elle se leva rapidement, tournant le dos à la direction d'où venait Ricardo, espérant passer inaperçu. Mais c'était trop tard. Il s'approchait de la tente médicale, se dirigeant directement vers Henri. « Excusez-moi », entendit-elle Ricardo dire à Henri. « Vous êtes l'étudiant en médecine dont j'ai entendu parler, celui qui a remporté le prix Cardoso ?» Fanny se figea, incapable de bouger ou de respirer alors que son pire cauchemar prenait vie devant elle. Ricardo n'avait jamais rencontré Henri, mais il savait certainement pour son fils, elle avait commis l'erreur de mentionner sa fierté pour les accomplissements scolaires d'Henri lors d'une soirée au club, quand Ricardo avait demandé pourquoi elle semblait particulièrement heureuse. « Oui, c'est moi », répondit Henri avec une politesse professionnelle. « Henri Costa, puis-je vous aider ?» « Ricardo Suarez », se présenta l'homme, tendant la main qu'Henri serra. « Je suis un grand supporter de l'éducation médicale. En fait, j'envisage de faire un don substantiel à votre programme, et je voulais rencontrer certains des étudiants exceptionnels dont j'ai entendu parler. » Henri semblait surpris, mais flatté. « C'est très généreux de votre part, monsieur Suarez. Notre programme pourrait certainement bénéficier d'un soutien supplémentaire. » Fanny était paralysée par la terreur. Ricardo était suffisamment proche maintenant pour la voir si elle se retournait. Et s'il la reconnaissait, s'il faisait le lien avec Henri, il n'avait aucune raison de garder son secret, aucun intérêt personnel à protéger sa double vie. « Henri !» appela-t-elle, se forçant finalement à agir. Elle s'avança, délibérément gardant son visage détourné de Ricardo autant que possible. « Désolé d'interrompre, mais nous avons ce rendez-vous. Tu te souviens ?» Henri la regarda avec confusion, puis compréhension, comme s'il sentait son urgence. « Bien sûr, maman. Monsieur Suarez,
Je vous présente ma mère. » Ricardo tourna son attention vers Fanny, et elle vit le moment exact où la reconnaissance s'alluma dans ses yeux. D'abord la surprise, puis un amusement calculateur, puis quelque chose de plus complexe. « Madame Costa », dit Ricardo, sa voix onctueuse trahissant seulement une légère hésitation. « Quel plaisir de vous rencontrer. Votre fils est remarquable. »« Merci », dit-elle, gardant sa voix ferme malgré la panique qui l'envahissait. « Nous sommes malheureusement pressés. »« Bien sûr, acquiesça Ricardo avec un sourire qui envoya des frissons le long de la colonne vertébrale de Fanny. « Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation une autre fois. J'aimerais discuter des talents de votre fils et comment il pourrait être encore développé avec le bon parrainage. » Le sous-entendu n'échappa pas à Fanny, bien qu'Henri semblât prendre les paroles au pied de la lettre. « Ce serait merveilleux, monsieur Suarez, » répondit poliment Henri. « Excellente idée, » intervint Fanny, prenant fermement le bras d'Henri. « Nous vous contacterons. Viens, Henri. Nous sommes en retard. » Tel l'entraîna rapidement loin de Ricardo, sentant le regard de l'homme les suivre, alors qu'ils s'éloignaient à travers le parc. « De quoi s'agissait-il » demanda Henri une fois qu'ils furent hors de portée d'oreille. « Tu semblais terrifié. » Fanny s'arrêta, se tournant pour faire face à son fils. « C'est l'un d'eux, » dit-elle simplement. « Un client du club. » Les yeux d'Henri s'élargirent alors que la compréhension le frappait. « Oh » fut tout ce qu'il put dire, puis plus doucement, « Je vois. » Ils continuèrent à marcher en silence jusqu'à un café à la périphérie du parc. Une fois installés à une table à l'écart, Henri parla enfin. « C'est comme ça tout le temps, n'est-ce pas? Vivre dans la peur que quelqu'un te reconnaisse, que quelqu'un me dise la vérité avant que tu ne puisses le faire ?» Fanny acquiesça, les yeux baissés sur son café intouché. « Oui, mais ça n'a jamais été aussi proche ou aussi dangereux qu'au cours des derniers mois. Ton monde s'élargit, Henri. Tu rencontres plus de gens, tu vas dans plus d'endroits. Les chances que nos mondes se croisent augmentent chaque jour. » Henri resta silencieux pendant un long moment, étudiant son visage comme s'il voyait sa mère pour la première fois. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» demanda-t-il finalement. « La vraie vérité, pas la version édulcorée que tu m'as donnée l'autre soir. » Fanny leva enfin les yeux, acceptant la confrontation directe. « Comment aurais-je pu? Comment dit-on à son fils que sa mère est... » Elle ne put terminer la phrase. « Une escorte », compléta Henri, sa voix étrangement dépourvue de jugement. « C'est le mot, n'est-ce pas? Pas juste une hôtesse de club. » Fanny sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, » admit-elle, « pas au début. Au début, j'étais juste serveuse, puis danseuse. Mais l'argent n'était pas suffisant. Pas pour l'école privée, pas pour les cours de soutien, pas pour l'appartement dans un quartier sûr. »« Alors tu as fait ce que tu as fait pour moi, » dit Henri, une constatation plutôt qu'une question. « Pour nous, » corrigea doucement Fanny. « Pour te donner une chance que je n'ai jamais eue, oui, mais aussi pour nous sortir de la pauvreté, de l'insécurité. Tu ne te souviens pas de notre vie avant Riverside. Tu étais trop jeune. L'appartement avec les cafards, les voisins violents, les nuits où je ne dormais pas parce que j'avais peur que quelqu'un entre par effraction. » Henri secoua la tête. « Je ne me souviens pas de ça. Je me souviens seulement que tu partais travailler dans de beaux vêtements, que tu revenais tard, que tu me racontais des histoires sur ton travail important. » « Des mensonges, » admit Fanny. « Tous des mensonges. Mais nécessaires, je pensais. Pour te protéger, pour te permettre de grandir sans la honte, sans le stigmate. Mais maintenant, Fanny prit une profonde inspiration. Maintenant, je comprends que je ne peux plus continuer comme ça. Je travaille avec Sophie pour trouver une voie de sortie. Un programme qui aide les femmes comme moi à trouver un travail. Légitime, à développer de nouvelles compétences. » Une lueur d'espoir traversa le visage d'Henri. « Vraiment? Tu arrêterais? » ?»« J'essaie. Ce ne sera pas facile. Quentin et les autres n'abandonneront pas facilement leur emprise. Et financièrement, ce sera difficile. Nous devrons peut-être déménager, changer complètement notre vie. » Henri resta silencieux un moment, puis tendit la main par-dessus la table pour prendre celle de sa mère. C'était le premier contact physique qu'ils avaient depuis leur dispute, et Fanny sentit son cœur se serrer à ce simple geste. « Je comprends maintenant, » dit-il doucement. « Je n'approuve pas tous tes choix et je suis toujours blessé par les mensonges. Mais je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et je veux t'aider à en sortir, si tu le veux vraiment. » La célébration annuelle de la fête de l'indépendance
apportait des spectacles communautaires, où Fanny, encouragée par Sophie, participait à un groupe de danse traditionnel. Cet engagement culturel représentait ses pas hésitants vers une connexion communautaire authentique et commençait une réclamation graduelle d'identité personnelle au-delà de ses rôles de mère et de pourvoyeuse. La place principale de Porto Alegre était transformée en un spectacle de couleurs et de sons pour la fête nationale. Des drapeaux verts et or flottaient dans la brise, des stands de nourriture traditionnelle bordèrent les rues, et une scène avait été installée pour les performances culturelles qui auraient lieu tout au long de la journée. Fanny se tenait dans les coulisses, vêtue du costume traditionnel de danse gaucha, une jupe colorée à volants, un chemisier blanc brodé et un petit châle décoratif. Ses cheveux étaient tressés avec des rubans dans les couleurs du drapeau brésilien. Autour d'elle, une douzaine d'autres femmes se préparaient également, ajustant leurs costumes et s'échauffant pour leur performance imminente. « Nerveuse ?» demanda Sophie apparaissant à ses côtés dans un costume identique. C'était Sophie qui l'avait convaincue de rejoindre ce groupe de danse communautaire quelques semaines plus tôt, arguant que cela pourrait être thérapeutique, de faire quelque chose de purement pour le plaisir, quelque chose qui n'était ni pour Henri ni pour subvenir à leurs besoins, mais simplement pour elle-même. « Terrifiée !» admit Fanny avec un petit rire. « Et si je trébuche? Et si j'oublie les pas? Alors tu te relèveras et continueras à danser, » répondit simplement Sophie. « C'est ce que nous faisons tous, non ?» Fanny reconnut la sagesse cachée, car dans ces mots simples, se relever et continuer à danser, n'était-ce pas exactement ce qu'elle essayait de faire dans sa vie? De l'autre côté du rideau, elle entendait la foule, le bourdonnement des conversations et des rires. Quelque part là-bas, Henri attendait. Il avait promis de venir la voir danser, leur relation lentement en voie de guérison au cours des semaines, qui avaient suivi leur rencontre au parc. Il y avait encore des moments de tension, des questions difficiles, des silences inconfortables, mais aussi un nouveau respect mutuel qui se développait entre eux. « Notre groupe est le prochain », annonça la directrice, une femme âgée au visage sévère mais aux yeux gentils. « N'oubliez pas, dos droit, sourire et laissez la musique vous guider. » Alors que les danseuses se mettaient en position pour entrer sur scène, Fanny sentit une étrange sensation de calme l'envahir. Pour les 15 prochaines minutes, elle ne serait ni l'escorte furtive, ni la mère menteuse, mais simplement une danseuse, une femme célébrant sa culture et sa communauté. La musique commença, un air entraînant d'accordéon et de guitare, et les danseuses défilèrent sur scène. Fanny suivit, le dos droit comme on le lui avait enseigné, un sourire authentique sur son visage. La foule applaudit alors que les danseuses formaient leurs positions initiales. Alors que Fanny tournoyait et tapait des pieds au rythme de la musique, suivant les pas qu'elle avait méticuleusement appris lors des répétitions, elle balaya du regard la foule. Elle aperçut Henri près du devant, applaudissant avec enthousiasme. À sa surprise, Irène était à ses côtés, souriant et applaudissant également. La danse exigeait concentration et énergie, mais Fanny se sentit étrangement énergisée plutôt qu'épuisée. Il y avait quelque chose de libérateur dans ce mouvement partagé, dans cette expression culturelle qui appartenait à tous les Brésiliens, quelle que soit leur histoire ou leur situation. Quand la musique s'accéléra pour le final, Fanny se laissa complètement absorber par la danse, ses pieds frappant le sol en parfaite synchronisation avec les autres femmes, ses jupes tourbillonnant autour d'elle comme des vagues de couleurs. Pour un moment magique, tous ses problèmes, toutes ses peurs, tout son passé semblèrent disparaître. Il n'y avait que la musique, le mouvement et un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La danse se termina dans un crescendo énergique, les danseuses figées dans une pause finale, alors que la musique s'arrêtait brusquement. La foule éclata en applaudissements et acclamations. Fanny, respirant fort mais souriant largement, salua avec les autres. « Danseuse !» Comme elles quittèrent la scène, Fanny vit Henri et Irène se frayer un chemin vers les coulisses. « Maman !» s'exclama Henri, l'étreignant impulsivement. C'était incroyable. « Je ne savais pas que tu pouvais danser comme ça. »« Moi non plus, » admit Fanny avec un rire essoufflé. « J'apprends encore. »« Vous étiez magnifique, Madame Costa, » dit poliment Irène. Quelque chose avait changé dans son attitude envers Fanny. Il y avait une réserve qui n'existait pas auparavant, une conscience que Fanny ne pouvait pas tout à fait interpréter. Henri lui avait-il dit quelque chose? « Merci, Irène. Je suis heureuse que vous ayez pu venir tous les deux. »
Henri échangea un regard significatif avec Irène avant de se tourner vers sa mère. « Nous avons quelque chose à te dire, maman. Ou plutôt, Irène a quelque chose à te dire. » Fanny sentit son estomac se nouer. S'agissait-il du moment où la fille de Gabriel Mendez lui dirait qu'elle savait tout, qu'elle ne pouvait pas continuer à fréquenter Henri tant que Fanny serait dans sa vie? « J'ai parlé à mon père, » commença Irène, sa voix calme et mesurée, « à propos de ce que Quentin lui a dit sur vous. » Fanny pâlit, sa bouche devenant soudainement sèche. « Je vois, » dit-elle faiblement. « Je lui ai dit que je savais que... » « Ce n'était pas toute l'histoire, » continua Irène, surprenant Fanny. « Que les gens font parfois des choix difficiles pour leur famille, que juger quelqu'un sur son passé sans comprendre le contexte n'est pas le genre de valeur que notre famille devrait défendre. » Fanny regarda la jeune femme avec étonnement. Henri n'avait jamais mentionné une telle conversation. « Mon père est un homme complexe, » continua Irène. « Il se soucie beaucoup de sa réputation politique, c'est vrai. Mais il est aussi le fils d'une femme qui a travaillé comme femme de ménage pour l'élever. Il comprend les sacrifices que font les parents. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Fanny, cherchant à comprendre où cette conversation menait. « Cela signifie, intervint Henri, que le père d'Irène a fait comprendre à Quentin qu'il serait dans son meilleur intérêt de cesser toute forme de pression ou de chantage contre toi. Qu'un homme avec son influence politique pourrait rendre la vie très difficile pour quelqu'un qui harcèle la mère de la petite amie de son protégé politique. » Fanny porta une main à sa bouche, trop abasourdie pour parler. « Ce n'est pas un pardon total, » expliqua Irène avec pragmatisme. « Mon père est toujours préoccupé par l'image publique. Mais c'est une trêve. Et peut-être, avec le temps, ce sera plus. »« Pourquoi ?» réussit finalement à demander Fanny. « Pourquoi m'aideriez-vous comme ça ?» Irène regarda Henri avec une tendresse évidente, puis se tourna vers Fanny. « Parce que j'aime votre fils, et parce que je crois aux secondes chances. » Lorsqu'Henri découvrit des irrégularités financières dans les comptes du ménage, son enquête le conduisit à découvrir des photos de Fanny entrant dans le club pour gentlemen où elle travaillait. La révélation dévastatrice força une confrontation où des années de tromperie se heurtèrent à l'amour maternel authentique et au sacrifice de Fanny. Henri était assis à la table de la cuisine, l'ordinateur portable de Fanny ouvert devant lui, son visage pâle et tendu. Fanny s'arrêta net en le voyant, sachant instantanément que quelque chose d'important s'était produit. « Henri, qu'est-ce qui ne va pas ?»« J'ai trouvé quelque chose, » dit-il, tournant l'écran pour qu'elle puisse voir. C'était leur relevé bancaire, des documents qu'elle gardait soigneusement cachés depuis des années. « Tu as fouillé dans mes affaires ?» demanda-t-elle, la colère et la peur se mélangeant dans sa voix. « Après notre conversation, au café, j'ai décidé de faire mes propres recherches, » expliqua Henri, sa voix étrangement calme. « Je voulais comprendre notre situation financière, si nous allions vraiment changer de vie. J'ai trouvé tes relevés et quelque chose ne collait pas. » Il pointa l'écran. « Tu as des dépôts en espèces importants 2 ou 3 fois par semaine, bien plus que ce qu'un travail d'hôtesse paierait. Mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment alerté. » Il fit défiler jusqu'à une autre page. « Ce qui m'a alerté, c'est ce paiement mensuel à une société appelée Sécurité Discrète. J'ai fait des recherches. Ils fournissent des services de sécurité personnelle, généralement pour des personnes menacées ou harcelées. » Fanny ferma les yeux un instant. C'était vrai. Après un incident troublant avec un client qui l'avait suivi jusqu'à près de chez elle il y a quelques années, elle avait engagé cette entreprise pour une protection supplémentaire. « Puis j'ai creusé davantage, » continua Henri, sa voix maintenant tremblante d'émotions contenues. « Et j'ai trouvé ceci. » Il ouvrit un dossier d'images sur l'ordinateur. Des photos de surveillance montrant clairement Fanny entrant dans un bâtiment, discret mais élégant au centre-ville, le Palacio, le club exclusif où elle travaillait depuis si longtemps. « Où as-tu trouvé ces photos ?» demanda Fanny, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Irène, » répondit Henri, « ou plutôt un détective privé que son père avait engagé pour enquêter sur toi quand nous avons commencé à devenir sérieux. Elle les a trouvés dans son bureau et elle me les a donnés. » Fanny s'effondra sur une chaise en face de son fils, toute prétention, tout mensonge s'évaporant. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus d'histoire à inventer, plus de vérité à édulcorer. Il savait. « Dis-moi tout, » dit Henri, ses yeux remplis de larmes. « La vérité complète cette fois. Je mérite au moins ça. »
Et alors, finalement, Fanny parla, vraiment parla, de sa grossesse à 17 ans, abandonnée par le père d'Henri, de son renvoi de l'école quand son ventre devint trop visible pour être caché, de ses parents qui l'avaient mise à la porte pour avoir déshonoré la famille, des années de lutte comme serveuse, à peine capable de payer le loyer d'un appartement miteux et la nourriture. Elle lui raconta comment elle avait d'abord commencé à danser dans un club de striptease, puis comment elle avait été recrutée par le Palacio, un établissement bien plus exclusif et discret. Comment elle était passée de la danse à l'accompagnement, puis au service plus intime, chaque étape franchie avec réticence mais détermination, alors que chaque nouveau niveau signifiait plus d'argent. De l'argent pour une meilleure. École pour Henri, pour des vêtements décents, pour des livres, pour des leçons particulières quand il luttait avec les mathématiques en 5e année. Elle lui parla des humiliations, des moments de désespoir, mais aussi de la fierté féroce qu'elle ressentait à chaque succès d'Henri, sachant que ses sacrifices rendaient possible son avenir brillant. Quand elle eut fini, ils pleuraient, tous les deux les larmes coulant silencieusement sur leurs visages. « Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé d'où venait l'argent » demanda-t-elle finalement. « Toutes ces années, tu n'as jamais semblé te poser la question. » Henri essuya ses yeux. « Je suppose que je ne voulais pas savoir. Quelque part, au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Tes horaires irréguliers, la façon dont tu esquivais certaines questions. Mais il était plus facile de croire aux mensonges. »« Je suis désolé, dit Fanny, les mots semblant totalement inadéquats pour les années de tromperie. Je voulais te protéger. »« Me protéger de quoi, exactement ?» demanda Henri, une pointe de colère perçant à travers sa tristesse. « De la vérité sur notre vie? De la réalité économique? Ou était-ce vraiment moi que tu protégeais, ou ton image dans mes yeux ?» Henri resta silencieux, ses yeux lançant 1000 questions, sans qu'aucune réponse ne parvienne de la part de sa mère. « Me protéger de quoi exactement ? De la vérité, sur notre vie, de la réalité économique. Ou était-ce vraiment moi que tu protégeais ou ton image dans mes yeux ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, mêlant colère et douleur. Fanny, le cœur en lambeaux, chercha dans le regard de son fils une once de pardon. Elle inspira profondément comme si chaque mot qu'elle allait prononcer pouvait recoller les morceaux de leur relation brisée. « Henri, je t'ai menti parce que j'avais peur, » avoua-t-elle d'une voix brisée. « J'avais peur que la vérité te brise, que tu ne puisses plus m'aimer si tu savais tout ce que j'ai fait pour te donner une vie meilleure. Chaque mensonge était pour te protéger, pour t'épargner la honte et la douleur de mon passé. » Le silence s'installa un moment, lourd de regrets et d'incompréhension. Henri fixa sa mère, ses traits se durcissant dans un mélange de tristesse et d'incrédulité. « Mais à quel prix, maman? Tu as sacrifié ton honneur, ta dignité, pour me donner une chance. Et moi, j'ai sacrifié ma confiance en toi. Comment peux-tu justifier tout ça ?» demanda-t-il, la voix pleine de reproches et de désespoir. Fanny se leva lentement, ses yeux embués de larmes, et s'avança vers lui. « Je ne peux pas justifier ce que j'ai fait, Henri. Je ne peux qu'espérer que tu comprendras que, dans mon désespoir, je n'ai jamais voulu te nuire. J'ai choisi une voie difficile, une voie qui m'a coûté mon intégrité, mais qui m'a permis de te voir grandir, d'assister à tes succès. Chaque sacrifice, chaque nuit d'insomnie, chaque peur que j'ai endurée était pour toi. Je t'aime plus que tout. » Les mots de Fanny résonnèrent dans la pièce, mêlés aux souvenirs de nuits blanches, de peurs silencieuses et de sacrifices inavoués. Henri la regarda, son expression se faisant tour à tour incrédule et compatissante. « Mais maman, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta peine? Pourquoi as-tu choisi de vivre dans le mensonge plutôt que d'affronter la vérité ensemble ?» demanda-t-il doucement, les larmes menaçant de briser son masque de dureté. « Parce que je croyais que la vérité serait trop lourde pour toi à porter, que tu serais submergé par la culpabilité de mes choix, que tu te sentirais responsable de mes souffrances, » répondit-elle en sanglotant presque. « Je voulais que tu grandisses dans un monde où tu pouvais rêver sans te soucier de mes erreurs. J'ai cru que si je cachais la réalité, je te permettais de vivre sans être alourdi par mon passé. » Henri détourna le regard, ses pensées se bousculant entre colère, tristesse et une étrange compassion. Il se rappela les moments où, malgré les absences et les explications incomplètes, il avait toujours senti l'amour incommensurable de sa mère. Il se rappela aussi les sacrifices qu'elle avait faits pour lui, même s'ils étaient entachés par des choix qu'il ne comprenait pas encore pleinement. « Tu as sacrifié tellement de choses pour moi,
et je ne peux pas m'empêcher de me demander si tu t'es aussi oublié dans ce sacrifice, murmura-t-il, la voix à peine audible. Est-ce que tu ne te sens plus digne d'être aimé, de vivre en tant que toi-même? Fanny secoua tristement la tête. Chaque jour, je me demande si j'aurais pu choisir une autre voie, si j'aurais pu être honnête dès le départ. Mais la réalité était impitoyable. La pauvreté, la peur, la solitude. Je me suis retrouvé coincé dans un système qui ne laissait guère d'options pour une mère seule. J'ai fait des erreurs, Henri, et je paie chaque jour le prix de ces erreurs. Les paroles de Fanny semblaient suspendues dans l'air, tandis qu'un silence lourd s'installa entre eux. La lumière tamisée de la cuisine éclairait faiblement les visages, révélant la douleur et la vulnérabilité qu'ils partageaient. Henri se leva alors, fit quelques pas hésitants vers la fenêtre, regardant dehors, vers les rues de Porto Alegre, qui avaient en vue grandir tant d'espoir et de déception. « Tu sais, maman, j'ai toujours cru que la vérité finirait par éclater. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose que tu ne me disais pas, quelque chose qui pesait sur toi, » dit-il finalement, sa voix pleine d'émotions contenues. « Je ne te juge pas pour ce que tu as fait. Ce qui me blesse, c'est le fait que tu ne m'as jamais fait confiance pour affronter la réalité avec toi. Peut-être aurions-nous pu tout affronter ensemble, main dans la main au lieu de vivre dans ce monde d'ombres et de mensonges. » Fanny se tourna vers lui, ses yeux cherchant l'approbation d'un enfant qui grandissait trop vite. « Si je pouvais revenir en arrière, je te dirais de m'accepter tel que je suis, avec mes erreurs et mes failles. Je ne voulais pas te briser, mais je me suis perdu dans la peur de perdre ton amour. Je pensais que si je pouvais tout contrôler, si je pouvais masquer mes douleurs, tu serais fier de moi et tu continuerais à m'aimer sans réserve. » Henri s'approcha lentement, ses épaules tremblant d'une émotion refoulée. « Maman, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même si je ne comprenais pas tout. Ce que je veux, c'est que nous trouvions un moyen de réparer ce qui a été brisé. Peut-être que nous pouvons essayer de reconstruire notre relation sans les mensonges. Je veux te connaître, vraiment te connaître, avec tout ce qui fait de toi la personne que j'admire tant, malgré tes erreurs. » Un mince sourire, teinté de tristesse et d'espoir, apparut sur les lèvres de Fanny. « Tu me pardonnes ?» demanda-t-elle hésitante, comme si chaque mot pouvait décider de leur avenir commun. Henri ferma les yeux un instant, puis ouvrit les mains pour l'embrasser tendrement sur la joue. « Je ne sais pas si je peux tout oublier, maman. Mais je suis prêt à essayer. Nous allons prendre le temps de parler, de comprendre et de guérir. Ensemble, nous trouverons un chemin vers la lumière. » Ce soir-là, dans le petit salon faiblement éclairé par une lampe de chevet, mère et fils commencèrent un long processus de réconciliation. Ils parlèrent longuement, parfois en larmes, parfois dans le silence, mais toujours avec la volonté de se comprendre. Fanny expliqua les circonstances qui l'avaient conduite à choisir ce chemin tortueux, tandis qu'Henri partageait ses propres peurs, ses doutes et son désir de vérité. Au fil des jours, cette confession sincère devint le début d'une nouvelle ère dans leur vie commune. Fanny s'inscrivit au programme de reconversion professionnelle recommandé par Sophie, entamant un cours du soir pour apprendre de nouvelles compétences. Elle rencontra des femmes qui, comme elle, avaient été contraintes par les circonstances à se cacher derrière des façades, et elles se soutinrent mutuellement pour bâtir une vie plus honnête. Henri, de son côté, fit preuve d'une maturité surprenante en cherchant à comprendre la complexité du monde de sa mère, sans se laisser submerger par le jugement. Il devint le pilier de son soutien, encourageant chaque petit pas vers la reconstruction d'une identité basée sur la vérité et non sur des illusions. Ensemble, ils redéfinirent leur quotidien, trouvant dans les moments simples, un café partagé le matin, des promenades dans le parc, des conversations tardives, la force de pardonner et d'avancer. Les cicatrices du passé restaient, certes, mais elles devinrent peu à peu les marques d'un chemin parcouru avec courage. Fanny apprit à regarder Henri non plus comme un enfant à protéger, mais comme un homme capable d'affronter la réalité. Et Henri découvrit que l'amour maternel, même imparfait, était la base de toute rédemption. Ainsi, dans la chaleur, incertaine des aurores de Porto Alegre, mère et fils entamèrent une danse différente, celle de la vérité et de la réconciliation. Leur histoire, marquée par des sacrifices immenses et des mensonges douloureux, se transforma en un récit de renaissance, un hymne à la résilience et à l'amour inconditionnel, là où chaque pas,
aussi hésitant soit-il, portait la promesse d'un avenir où la lumière triompherait enfin des ténèbres. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire. Sur cette même chaîne.